Bonjour et bienvenue dans ce 30e épisode déjà de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous arrivons bientôt au 7 mars prochain, c'est-à-dire dans 4 jours pour nous, la date de l'enregistrement, et Microsoft lance officiellement une nouvelle version de Visual Studio, la numéro 2017. Et mes petits camarades et moi, on a décidé de vous refaire l'histoire de ce merveilleux logiciel de développement pour arriver aux nouveautés qui seront présentes dans ce cru, cette nouvelle version 2017. Et donc pour ce tour d'horizon de Visual Studio, nous n'avons pas d'invité, parce qu'on s'est dit qu'après tout, on connaissait bien le logiciel, ça fait quand même pas mal d'années qu'on l'utilise maintenant, et on va donc en discuter en famille. Je suis donc accompagné de Christophe Peugnier et de Richard Clark. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Ça va bien Christophe? On va pouvoir faire un retour en arrière jusque Visual Basic 6. J'espère qu'on va aller bien avant quand même. Ouais, bien avant, mais on va arriver à un moment donné à cette étape-là, donc ça va quand même nous remonter à quelques années maintenant. Donc j'espère que tu es prêt pour pouvoir nous présenter tout ça. Oui. Ça va alors, on va te retrouver dans quelques secondes. Et toi Richard, t'as bien tout révisé pour nous parler de tes premiers développements? Oui, j'ai tout bien révisé, et puis je vous parlerai un petit peu de news. Il n'y a pas grand-chose pour ce mois de février, ouais. Mais on a un petit peu de ROM, de Visual Studio et de .NET Standard. Du ROM? Pardon. Du ROM, non, pas du ROM. La ville de Rome, d'ailleurs j'y suis allé pendant les vacances, c'est très joli comme ville. Tu vas nous parler de ça dans 2 minutes alors. Et donc, Christophe, on va commencer par toi. Comme toutes les bonnes histoires, en général, ça commence par « Il était une fois ». Et le premier chapitre, c'est pour toi. On t'écoute. Oui, alors, écoute, on va le faire comme tu as dit, tu as raison. Il était une fois un langage de programmation qui s'est retrouvé en fait épinglé au Living Computer. Alors, qu'est-ce que c'est que le Living Computer? Nous avons pu le visiter parce que nous sommes ensemble, tous les 3 partis à Seattle. C'est le musée de l'ordinateur qui a été fondé par Paul Allen. Et en fait, là-bas, je pense que, je ne sais pas si tu l'as mis dans le slide, attends, je regarde un petit peu. Voilà, tu as les illustrations qui sont en même temps sur YouTube et sur le PowerPoint. Donc, c'est un musée, en fait, de l'informatique, de manière générale, mais on a aussi tous les langages et l'évolution du langage. Oui. Et donc, en fait, on a cette grande fresque que nous avons sur les yeux, comme sur un musée d'histoire. Et ce qui nous intéresse au niveau de Visual Studio, c'est que il y avait Bill Gates quand même, qui a toujours eu une relation en fait privilégiée avec le basique. Et en fait, il a réalisé avec son copain d'école qui s'appelle Paul Allen. Ils sont tous les deux en vie, bien sûr. Et c'est le fondateur en fait de Microsoft. Ils ont en fait créé le premier basique sur l'Alter 8800. Alors l'Alter 8800, c'est le premier micro-ordinateur qui s'est réellement vendu. Là, je pense qu'on se situe dans les années 1975, 70, 75. Ouais, c'est ça à mon avis, ouais. Et donc, il était en fait basé sur les processeurs Intel 8080, je crois. Ouais, c'est ça, les 8080. Donc, en fait, on pouvait acheter en kit tout ça, et puis en tout cas la partie processeur. Je pense que l'Alter 8800 ne s'achetait pas en kit, mais là je ne peux absolument pas vous dire. Mais en fait, il s'est quand même vendu à beaucoup d'exemplaires, cet ordinateur. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que nos 2 collégiens, ils avaient 22 ans. Ils ont écrit à la société qui a produit le Alter, et puis ils leur ont proposé de créer un langage basique. Donc, ça s'appelait l'Alter Basic. Et puis la société a accepté et je crois qu'ils ont mis même pas 1 mois pour créer le basique, puisque initialement sur cet ordinateur on n'avait que le langage d'assembleur. Et donc nos amis ont réalisé en fait à la fois en fait un tour de force et un coup de chance. Alors pourquoi en fait tour de force et coup de chance? Parce qu'en fait le développement il s'est fait non pas sur l'Alter 8800, mais sur un ordinateur, le PDP-10. Alors je ne vais pas appeler ça un micro-ordinateur parce que le PDP-10, c'est, vous savez, les B. Et on voit, il est aussi au musée Living Computer de Seattle. Donc c'est un gros ordinateur, je crois qu'il y a une architecture 36 bits. J'ai lu ça quelque part. Bref, c'est vraiment un gros truc. Et en fait, ils ont émulé l'Alter 8800.
Et le coup de chance, c'est que ils l'ont essayé, enfin ils ont démontré à l'entreprise. Alors je sais plus exactement qui a produit cet ordinateur. C'est l'entreprise américaine MITS. Alors je sais pas si on dit MITS ou MITS, voilà. Donc ils ont fait la démonstration de leur basique alors qu'ils ne l'avaient jamais réellement testé sur l'Alter. Donc c'était l'Alter basique qui en fait marque quand même une grosse étape au niveau du développement sur les premiers micro-ordinateurs. Ça sera quand même, qu'est-ce que j'allais dire, le premier langage que un peu je vais dire monsieur même tout le monde pourront utiliser parce que voilà, comme je l'avais dit, il y avait l'assembleur qui était tout au départ. Il y a aussi le MS-DOS qui, je crois, qui a été mis sur l'Alter, il me semble. Mais alors là, je peux vraiment plus être sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que avec le MS-DOS, Microsoft a quand même mis son basique à lui. Parce qu'ils ont créé leur société en 1975. En fait, je pense que cette partie de développement, ça a été l'occasion de créer la société, parce qu'on est pile à la même année. Et plus tard, on va retrouver, c'est ça, hein, pardon, je vous dis des bêtises, c'est certain, on va retrouver le basique qui va être incorporé à ce Microsoft DOS. Ouais, c'est ça. Et c'était rare quand même pour l'époque d'avoir, je pense, un langage de programmation qui était, on va dire, intégré, fourni quasiment gratuitement. Puis, enfin, on achetait le système d'exploitation, mais on avait d'office le langage de programmation, quoi. Ouais, donc c'était cool. Ouais. Alors, ce qui m'a interpellé, c'est qu'on est en 1975, création de Microsoft, et on va parler de Visual Basic, en tout cas sa version 1, qu'en 91. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Bon, je sais pas. Ils ont les pouces, hein, à mon avis. Je ne vois que ça, en tout cas. Ils ont développé le DOS, différentes versions. Ils ont développé Windows. Ils ont pas mal fait d'autres types de développement, mais peut-être pas au niveau du BASIC en lui-même, quoi. Ouais, faut pas oublier qu'il y avait pas le QBasic. Il y avait le QBasic, mais c'était pas Microsoft, je pense, ça, si. Le Quick Basic, je dis le QBasic, c'est le Quick Basic qu'il y avait à l'époque, hein, de mémoire. Mais enfin, ça, je sais plus exactement. Peu importe. En 1991, Microsoft, il va sortir en mai 91 le Visual Basic 1.0, qui lui, en fait, il tournait sur DOS. Et il a été présenté en fait officiellement en 92, septembre 92. Et ensuite, Microsoft, à peine 3 mois après, il sort une version 2.0 de Visual Basic. Alors en fait, on parle quand même de Visual Basic. C'est vrai que Basic est quand même le langage initiatique, enfin en tout cas au niveau du nom, parce que maintenant on va parler de Visual Studio. À l'époque, on n'avait pas ce studio, mais je pense que le nom vient un peu de là. Le côté visuel, si un peu je peux essayer de regrouper deux choses, on a visual et basique. À l'histoire, Microsoft, il a un langage qui s'appelait Ruby. Alors, c'est aucun rapport avec le langage de programmation Ruby qu'on a à l'heure actuelle. Hein. C'est-à-dire que là, c'était une sorte de shell window qui permettait de créer cette interface. Et en fait, ça existait sur Windows 3.0. Et après, la partie basique, c'était les lignes de commande que nous connaissions actuellement. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Oui, en Visual Basic 2, il sort en novembre 92. Et là, alors par contre, excuse-moi, voilà, tu as le slide là. On va avoir en fait une Visual Basic 3 qui, lui, c'était pile un an après. Et là, grâce à lui, déjà, on peut accéder aux bases de données. Donc le moteur de base de données qui s'appelait Microsoft Jet, qui s'appelle toujours, et qui a été utilisé pour Access. En fait, la première version initiale d'Access. On peut dire que le premier véritable Visual Basic qui peut être utilisé pour des applications, ça a été le 3, quoi. C'était la version 3. Ouais, au niveau même des entreprises, c'est vrai. Ouais, est-ce que vous avez utilisé la version 1 ou 2? Non. Moi, j'ai joué avec la version 1. La version 2, elle est passée tellement vite entre novembre 92 et juillet 93 que j'ai en gros jamais réellement développé des vraies applications avec. Par contre, effectivement, la version 3, on a travaillé pendant des années avec et on avait fait des développements c'est un concepteur multimédia, moi, à l'époque. C'était vraiment amusant. Moi, la version sous DOS, j'y ai travaillé. En fait, j'étais en bac et puis on avait... j'avais fini un truc et donc il y avait un ordinateur avec ça dessus et puis je m'étais amusé déjà à faire. Alors je sais pas, ça a duré 2 heures, hein, voilà, ça s'est arrêté là-dessus, quoi. Mais j'avais déjà fait des petits trucs, c'était rigolo et je m'en suis souvenu avec le document. C'était en fait Visual Basic et puis aussi j'ai commencé en fait aussi à la version 3.
La version 4 qui est sortie 2 ans après, en août 95, elle a été la première version 1632 bits. Je me souviens encore avoir été à l'époque, c'était à Douai dans le Nord, à Micropuce, acheter cette boîte. C'était la version standard. Je crois qu'à ce moment-là, Microsoft, ils ont proposé 2 types de boîtes, si je me trompe, pro et standard. En tout cas, moi j'avais pris la standard, c'était la plus accessible. Je crois avoir retrouvé la facture il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, j'étais dans les 800 francs, quelque chose comme ça. Non, je t'assure. J'ai acheté la boîte, moi aussi. Ouais, mais je l'ai jeté. C'est des trucs que j'aurais dû conserver. Ouais, c'est vrai. Ça serait collector maintenant. Je suis pas certain que quelqu'un te l'aurait racheté, mais tu aurais pu le revendre au musée de Seattle. Mais j'ai pas fait assez de photos pour voir s'il l'avait, celle-là, en tout cas. Je sais pas. Et toi, Richard, t'avais commencé dans quelle version? Avec la VB3, moi. VB3, ouais. Ouais, parce que tu as travaillé. Moi, je me rappelle à l'époque, on se connaissait pas, mais par Internet interposé, enfin, peut-être pas en 93, mais par après, tu avais fait beaucoup de développement Visual Basic, toi. Oui, absolument. Il y a eu toute une période, on va dire, de 93 de 94 à 2002 où j'étais 100% Visual Basic. Ah oui, c'est ça. Et tu étais MVP quand Premier titre, c'était quand 2002. Donc sur l'aspect .NET après, alors. Ouais, ok. Visual Basic 4, en fait, il a quand même rajouté, maintenant c'était assez novateur, la possibilité d'utiliser des classes. Ouais. Donc là, on commençait déjà à faire du code, ma foi, beaucoup plus propre que l'on pouvait connaître juste avec les modules et puis le code behind. On disait pas ça, mais le code derrière les interfaces, derrière les événements. C'est ça, ouais. Derrière un seul événement, parce que derrière un bouton, il n'y avait qu'un seul événement, on pouvait pas mettre plusieurs méthodes pour pouvoir y accéder, il n'y avait pas de classe. Moi, je me rappelle quand en Visual Basic 4, tu avais déjà la notion de classe. En classe, ouais, mais en Visual Basic 3, non, c'était vraiment... C'était même, moi, je considère ça plus comme un langage de prototypage, je pense, au départ. Le VB1, VB2 et jusque VB3, c'était plus pour très rapidement créer des interfaces graphiques et les présenter. Et le problème, c'est que souvent, moi, j'avais des clients, quand tu leur montrais ça, ils disaient « Ah bah ok, c'est bon, ça marche, il n'y a pas besoin de leur développer dans un autre langage, c'est bon, on laisse comme ça. » Et donc, le langage de prototypage, il est devenu un vrai langage de développement. En effet. 2 ans après, Microsoft, il sort la version 5 de Visual Basic. Bon, on l'a tous connue. Elle était 100% 32 bits. Donc, Microsoft a arrêté le 16 bits. Je pense qu'ils avaient bien raison. Et on pouvait, dans cette version-là, créer des user controls, disons des contrôles personnalisables. Voilà, si on peut, je pense que ça se dirait comme ça en français. Ouais. Mais ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il nous offrait enfin la possibilité de créer un exécutable natif. Et on ne passait plus par un code interprété, ce qu'ils appelaient le P-code. Ah oui. Le bytecode. Donc ça a amélioré quand même beaucoup les exécutables. En fait, toujours jusque la version 6, quand tu avais ta compilation, tu pouvais choisir compiler en P-code ou compiler en code natif, avec une optimisation du code. Et même, tu avais dans les dernières versions, tu avais une case à cocher, favoriser le Pentium Pro. Oui, ça, je m'en souviens de celui-là. Bon. Je pense qu'on doit se faire, comment on dit, charrier par les petits jeunes qui sont en train d'écouter le podcast. Hein. Déjà, parler d'ordinateur 16 bits, ils se disent, mais c'est quoi? C'était des calculatrices. Voilà, oui, non mais c'est ça, ouais. Enfin, mai 98, rappelez-vous, la grande année à la France, c'était génial, mais il y a aussi surtout eu Visual Basic, enfin avant le football bien évidemment, la sortie de Visual Basic 6, dernière et ultime version de Visual Basic, qui elle en fait apportait on pouvait créer des applications web, alors ils appelaient ça des web based. J'ai jamais été mettre les mains là-dedans, parce que ça m'intéressait absolument pas. Non, je me rappelais même plus de ça. Ouais, les applications web based. Bon, en fait, franchement, je pourrais absolument pas te dire. Peut-être que toi, Richard, tu avais essayé de manipuler ces choses-là. Pas du tout. C'était pas des, parce que ça, moi, j'avais fait, mais sur base plutôt d'ActiveX, donc des composants, des user control qu'on venait mettre dans Internet Explorer. Ah ben c'est ça, en fait, je crois que c'est ça. Ah, ouais, je pense, j'en suis. Ouais. Oui, c'est ça, quoi. Il y a pas de. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'était pas du web HTML et autres, quoi. C'était comme on dirait une applet Java. Ouais, c'était des ActiveX. Ça passait forcément par Internet Explorer et puis tu avais ton bouton dans Internet Explorer via une ActiveX. Je pense que. C'est pas que je pense, c'est ça le fait. Donc je vois pas autre chose en fait directement dans le truc. Mais ça m'a jamais vraiment kiffé et puis j'ai bien fait de pas aller mettre les mains là-dedans, quoi.
C'était la belle époque où ça fonctionnait sur tous les navigateurs, puisqu'Internet Explorer avait combien 90% du marché. Ah, c'était la grande époque, la belle C'était et la grande époque. Hein. C'était mieux avant. Voilà, ça marchait. Ouais, ça Alors, marche. la grosse évolution aussi entre VB3, VB4 et VB6, c'est que Et la 5, t'en fous oui, je m'en fous. La version 6, c'est là où est apparu ADO. Donc, l'accès à la base de données unifiée Ah oui, c'est vrai. suivant les différentes versions. Moi, ça m'a valu d'ailleurs un cauchemar avec un client parce qu'il y a des problèmes de versionning des DLL, etc., où c'était vraiment touchy. Parce que c'était avec la version VB5 où c'était vraiment compliqué. Avec la version VB6, c'était beaucoup plus simple. Et donc, c'est avec VB6 qui est apparu ADO. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, faut le dire aussi pour les petits jeunes, encore une fois, qui nous écoutent, c'est que maintenant, .NET, c'est facile, on fait copier-coller d'une bibliothèque et puis on fait référence. Mais à l'époque, il fallait l'enregistrer dans la base de registre, les ActiveX, c'était le bazar pour pouvoir Reg SVR32 Reg SVR32, ouais, c'est ça, tout à fait. Pour enregistrer, désenregistrer. Et c'est vrai que du coup, on ne savait pas mettre plusieurs versions en même temps, puisque ça écrasait la base de registre du précédent. Pourquoi tu dis que c'est si vieux que ça? Moi, du Rex R32, je bouffe encore. Mais toi, t'es resté vieux, nous, on est passé jeunes, tu vois, c'est ça la différence maintenant. Ouais. Je pourrais vous faire des cours si vous voulez, j'en bouffe des cours en ce moment. Le Rex R32. Allez, voyons l'avenir. Ouais, bon, pour finir sur Visual Basic 6, le support normal s'est arrêté mars 2005. Le support étendu pour les entreprises, mars 2008. Alors, en réaction, et là je te donne la main à Richard parce que je vais parler un peu de ça. La communauté des utilisateurs Visual Basic, elle s'est un petit peu inquiétée de cet arrêt brutal et a incité pas mal de ses utilisateurs à faire des pétitions. Donc il y a des pétitions qui sont parties en ligne. On les trouve toujours. Elles sont parfois encore assez fonctionnelles. Mais Microsoft, en fait, il a refusé de modifier sa position. Je pense qu'il avait raison, sur ce point en tout cas. Mais ironiquement, il fut révélé au moment du rachat de Microsoft à la société Giant Software Company. Ils ont racheté leur anti-spyware de Microsoft Anti-Spyware, et puis il était écrit en VB6. Donc ça, c'est assez rigolo. Il faut savoir, dis-moi si je me trompe, mais je pense que les bibliothèques VB6 et peut-être même VB5 sont toujours présentes dans Windows en standard, non? Plus VB5. VB6, il existe encore pas mal de petites DLL, puisqu'on a souvent besoin de... je les connais pas par cœur, mais la MS-VB Run 60.dll, je sais plus, un truc comme ça. Ouais. Non, c'est VM6, c'est Virtual Machine. La Virtual, c'est ça. Ouais. Elle n'est pas installée, il me semble pas qu'elle est installée, mais elle est acceptée par le système. J'essaie de retrouver un peu mon bordel là. Il n'y avait pas des VBRun 300.dll? Mais ça, c'est les 300, c'est la version 3.0. C'est la 3. Ouais, mais c'est ça, mais un VBRun 600, non? Ça suivait plus? Si. Non, mais elles y sont. Après, tu as la VB6 FR.dll. En fait, c'est le runtime. Tu as chaque VBRun qui existe pour les différentes langues. En fait, c'est un peu le bordel, franchement. Ouais. Moi, ce que je trouve très regrettable, c'est cette fracture avec le .NET. Microsoft aurait été capable, s'il avait voulu, faire une migration comme on l'a connu de la 3 à la 4, de la 4 à la 5, de la 5 à la 6. Il aurait pu faire de la 6 à la 7, puisque VB7 a existé, je veux dire plutôt ça comme ça. Ouais. Mais voilà, ils auraient été largement capables, s'ils avaient voulu, mais j'ai l'impression de radoter là-dessus, pardonnez-moi, ben voilà, c'est l'âge. C'est que mais une forme, ils auraient pu transformer pour moi, ils auraient quand même pu transformer. Il y a existé des pseudo-passerelles assez lamentables, ceci dit, mais ils auraient pu transformer les formes en XAML. Ça aurait été faisable, bêtement et simplement, mais au moins mâcher le travail. Ou même en WinForm. Oui, même en WinForm éventuellement, mais même du VB. Alors le VB.NET, j'avoue, j'ai jamais été mon merdier à le regarder. Je suis directement passé au C#. Mais je veux dire, même du VB6 au C#, il n'y avait pas grand-chose à faire de base. Pour faire un code de base, il aurait été certes dégueulasse le code, j'en conviens. Mais c'est pas grave. Après, on fait toujours du refactoring sur son code source. Mais à l'heure actuelle, on traînerait pas des boulets de code source. Moi, je vous avoue que ça me fait chier à mourir de toujours avoir une machine virtuelle
XP avec Visual Studio, avec VB6 dessus, ça me gonfle à max. Mais il y a encore des communautés, il y en a encore pas mal. Il y en a une très très active qui existe et qui m'ont sorti toute la possibilité d'utiliser SQLite par exemple. Et une fois que j'aurai mis tout SQLite et tout ça, je vais seulement enfin m'attaquer à changer de code source, quoi. Mais je veux que mes données soient propres et puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de sociétés existants en tout cas. Beaucoup d'entreprises travaillent toujours avec du VB6. Enfin, ont des applications, ne développent plus de nouveaux logiciels avec, mais ont toujours des applications qui tournent en production en VB6. Et permets-moi d'ouvrir une parenthèse, quand tu vois, on en a parlé en off juste avant, quand tu vois que Microsoft veut, il y a du bien, il y a du contre, et là je vais vous parler du contre, mettre sur la Windows 10 Creative Update, mettre en gros, faire une restriction sur toutes les applications ou logiciels qui ne viennent pas du store. Voilà, je trouve ça un peu, j'ai pas envie de revivre le côté Vista, quoi. Les gens qui vont télécharger un logiciel sur Internet, ils vont à peine mettre 5 minutes pour dire ça va pas. Si le programme commence à être bloqué, ils vont même pas le tester, qu'ils vont dire ah, ça va pas. Ouais, mais d'un autre côté, le fait de dire que ça passe par le store, ça permet, à mon avis, peut-être de rentrer dans un monde, ce qu'on avait au niveau des tablettes RT, enfin des Windows RT, mais dans un monde où tu as et qu'on a sur iOS et Android aussi, on est obligé, sauf Magouille et autres, de passer par le store. Et donc ça donnerait à terme une garantie. On va pas oublier que Microsoft il veut se prendre 30% du marché. Ah oui, ça, évidemment, il y a ça aussi. On est bien d'accord. Ah ouais, tout à fait. Mais si tu veux... On va reprendre le fil au niveau de l'historique. Vas-y, Richard. Bon, et puis, alors, ce que je veux dire aussi, je veux finir juste avant, non, c'est bon, c'est ça, c'est que maintenant, on va passer vers peut-être quelque chose qui va s'appeler Visual Studio. Ouais. Alors, il y a eu une grosse étape entre la sortie. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'au moment de la sortie de VB6, il y avait la sortie de l'équivalent en C++, des nouvelles versions de C++. Alors, je ne sais plus comment s'appelait d'ailleurs le logiciel pour la gestion de C++. C'était Visual C++ d'ailleurs. Visual C++, tout simplement. Ouais. Et donc, ils ont décidé de regrouper tout ça dans un seul logiciel qu'ils ont appelé justement Visual Studio en 1997. Et ce qui s'est passé, c'est qu'entre 1997 et 2002, il n'y a eu plus rien. Alors, quand on voit que les versions de Visual Basic sortaient tous les ans, il y avait une nouvelle version toutes les années. Pendant 4 ans, de ne plus avoir de nouvelles de la part des outils de développement de Microsoft, c'était un peu bizarre. C'était long. Donc on se disait, ils vont vraiment sortir quelque chose de gros. Et ce dont je me souviens, c'est... Oui, c'était le cas, oui. Et ce dont je me souviens, c'est que la première information qui a filtré de Visual Studio.NET, donc qui sortira en 2002, ça a été juste de dire, regardez, les menus, on est capable de mettre une image dans le menu. Alors ça peut paraître à des années-lumière de ce qu'on fait actuellement, mais mettre une image dans un menu, à l'époque, c'était déjà assez chaud. Et je me souviens d'avoir rencontré des gens de chez Microsoft qui venaient de Corp à Paris à cette époque. Et donc, je me souviens qu'ils présentaient ça, très fiers d'eux, en disant, regardez, ça va être super simple de pouvoir rajouter une image dans le menu. Donc, en 2002 est apparu enfin Visual Studio.NET, donc une première version, qui rapidement a eu une nouvelle version, donc avec le framework 1.0, et puis rapidement, 1 an après, on a eu la version 1.1. Alors pourquoi on a eu cette version assez rapidement? Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était à l'époque où Gartner avait sorti un article en disant que IIS, donc Internet Information Server, n'était pas secure et qu'il ne fallait pas utiliser IIS pour ces applications web. Donc il y a eu un coup de chaud de la part des dirigeants Microsoft, de Bill Gates en premier, et pendant 1 an, ils ont arrêté pratiquement tous les développements en interne, et ils ont fait passer tous les développeurs en formation sécurité. Ah oui, c'est vrai.
Et donc voilà, vous arrêtez tout vos développements et la seule chose que vous faites, c'est que vous vous assurez que le code que vous allez produire, il est sécure. Et donc il y avait tout un tas de procédures. Je ne pense pas que ce soit encore actif actuellement, mais du genre, il fallait que le développeur imprime son code et signe son code à la main, avec son sang pratiquement, pour dire, ben voilà, voilà mon code et je l'ai vérifié au niveau de la sécurité. Donc, ce qui a permis après à Gartner de ressortir un nouvel article en disant allez-y, vous pouvez utiliser de nouveau IIS, c'est quelque chose de sécure. Et donc la version 1.1 du .NET Framework, ça a été essentiellement de rajouter des nouvelles features au niveau sécurité, d'avoir des paramètres par défaut qui sont les plus stricts possibles. Et ce genre de choses, quoi. Donc tout ça, ça nous a amené au framework 1.1. Puis après est apparu le framework 2.0 et donc la nouvelle version de Visual Studio, où là on a eu surtout une évolution des langages, donc avec l'apparition des génériques. Qui était issu de Microsoft Research. On avait également les types Nullable qui sont apparus. Après, je ne sais plus exactement au niveau de la sortie, on a eu le framework 3.0, je ne sais plus quelle année c'était ça. Vous allez pouvoir m'aider là? Je vais pouvoir t'aider parce qu'il y avait un slide pour ça. Le 3.0, c'était en 2005, c'est possible? Oui, c'est possible, ouais. Avec Visual Studio 2005. Avec Visual Studio 2005, ouais, le 7 novembre 2005, c'est ça. Oui, et donc c'était la sortie de Visual Studio 2005, c'était synchronisé avec la sortie de Longhorn. Vista. Voilà, Vista. Ouais. Célèbre Vista. Ah oui, alors le célèbre Vista. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai assisté alors c'était pas la build, je sais plus comment ça s'appelait avant, une grosse conférence qui avait lieu à Los Angeles, à Hollywood plutôt, plus exactement, où on a eu la présentation de Longhorn à cette époque. Et donc Longhorn, il y avait plusieurs aspects. Il y avait donc un aspect qui était le WPF, donc c'est la naissance du XAML et ce genre de choses. Donc il y avait la naissance également des Windows Cards, de passeport, donc qui devenait par la suite Microsoft Login, le compte Microsoft. Et il y avait également tout un aspect alors je ne me souviens plus du nom, mais qui était une refonte complète du système de fichiers. Oui, qui voulait l'intégrer à SQL Server aussi à un moment donné. Voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en réalité, c'était un mini ou un gros maxi SQL Server qui faisait la gestion de fichiers plutôt que ce soit la gestion de fichiers entre guillemets traditionnelle TFS. Et cet aspect-là a disparu avec la version finale de Vista parce qu'ils n'avaient pas le temps ou parce qu'ils ont eu des problèmes techniques, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'entre la première présentation de Longhorn et la version finale de Vista, il y a eu quand même beaucoup de différences. Et donc Visual Studio 2005 targetait ce nouveau système d'exploitation. C'est également à cette époque où, j'allais dire, il y a eu un petit peu, je ne veux pas dire qu'il y a eu une rupture, mais Microsoft a un petit peu abandonné les communautés à ce moment-là. Donc ils supportaient toujours des communautés, mais ils les supportaient un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin, ouais. Donc il y a eu toute une période comme ça de 2005 à 2010, pendant 5 ans, où il y a eu une interaction avec les communautés qui était un petit peu moins intensive. Et puis apparaît donc le framework 3.5, donc avec Visual Studio 2008.
qui lui, qu'est-ce qu'il faisait apparaître? C'était l'évolution du langage, toujours pareil, avec Link qui apparaissait, ce genre de choses. Avec toujours, puisqu'on a parlé beaucoup au début de Visual Basic, avec toujours Visual Basic qui arrivait un petit peu à la traîne. C'est-à-dire qu'on sentait vraiment que les efforts se faisaient pour C#, et puis après on voyait ce qu'on pouvait faire pour VB. Alors j'ai toujours ressenti aussi comme ça, même encore à l'heure actuelle bientôt. Enfin maintenant Ouais. c'est terminé, mais je veux dire, on a, je pense tout le temps, à part la version 2005, j'avais acheté la boîte de .NET, mais c'était toujours, ah voilà, C#. Et aussi enfin derrière, c'est le petit gars qui arrivait, VB. Ouais. Non, je voudrais bien savoir s'il y en a qui l'utilisent, VB.NET. Mais bon. Il y a des projets. Hein. D'accord. Oui. Si. Il y a juste une chose, enfin moi souvent, enfin c'est un petit peu le point sur lequel les adorateurs de VB se rattachent. Au niveau de Link, Link pour XML, qui est beaucoup plus simple avec VB qu'avec C#. Mais en gros, c'est à peu près le seul avantage que peut avoir VB actuellement par rapport à C#. Au niveau, je vais dire, apprentissage, je trouve que le Visual Basic a toujours été encore beaucoup plus intuitif, beaucoup plus clair, quoi. Moi, je prends souvent l'exemple, on veut faire de l'héritage, on a un mot-clé inherit sans VB, alors qu'on a 2 points, il faut le savoir que c'est 2 points qu'on commence à faire de la programmation. Donc. Et tout est comme ça, les tests, les boucles, etc., tout se fait avec un if, un end if, un for, je ne sais plus ce que c'est, un ex forcément. Ouais. Et donc c'est beaucoup plus. D'un autre côté, il y en a qui vont dire que tu dois écrire 25 000 au bout d'un moment, caractères c'est pour gavant, avancer. Franchement. Ça, c'est... J'aimerais bien qu'il y ait un langage intermédiaire. Tiens, on va le créer. On l'appelle Ratos. Mais tiens, revenons sur le framework 3.5, c'est là aussi qu'on a vu apparaître la Compact Framework, non? Oui. Ça a toujours existé C'est possible. Ah non, je pense que... Parce que c'est là qu'on a pu faire des applications pour, comment ils s'appelaient, les Pocket PC? C'était Windows Phone. Windows Mobile, je sais plus quoi. Windows Phone ou Windows Mobile? Non, pas Windows Phone, non, absolument pas. On est en quelle année là? On est en 2006-2007 là. Ouais, oui, mais je pense que les noms ils ont tellement changé qu'ils sont revenus dessus. On était à l'époque en Windows Mobile, Windows CE, Ouais. je ne sais plus ce que c'était exactement, mais il y avait ce framework compact. il y avait le Compact Framework, ouais. Mais je pense qu'il y avait même déjà une version 2, si je me rappelle bien. Oui. Compact Framework 2. Donc ça a dû être créé un peu avant aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Compact Framework, le problème c'est qu'il a été abandonné, mais il est encore beaucoup utilisé dans les entreprises. Hein. Ouais. C'est vrai. Parce que la problématique qu'ont les entreprises actuellement, c'est qu'ils ont investi dans des terminaux, que les terminaux arrivent en fin de vie et que il faut les renouveler, donc ils peuvent pas les renouveler et donc ils sont obligés de changer de type de terminal. Donc là actuellement ils se portent plutôt vers de l'Android et il faut récupérer le code source des applications qui ont été faites en Compact Framework. Et là, je vous dis, mes amis, il y a un marché. Ah. Oui, il y a un marché qui est assez important. Je vois par exemple à La Poste, j'ai un client, enfin La Poste, oui, où ils ont comme ça tout un tas d'applications qui sont sur du Compact Framework et qui peuvent plus faire évoluer, quoi, pour les problèmes de terminaux. Ouais, mais ça, j'ai jamais compris pourquoi Microsoft, à un moment donné, a fait cette rupture-là, quand ils ont sorti Windows Phone, ok, donc on avait un Windows Mobile, 6 ou 6.5 le dernier, et puis tout d'un coup, ploup, ça y est, on est passé à du Windows Phone avec des nouvelles techno, oui, ok, c'est bien, mais au niveau entreprise, comme tu dis, on s'est retrouvé comme ça, avec plus rien comme possibilité. On savait pas l'utiliser du Windows Phone qui était trop limité, on savait pas faire ce qu'on veut, accéder à, je sais pas, des SMS, accéder à des zones mémoire ou autre, on sait pas le faire. Et eux, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de faire ça. Et tu parles du Compact Framework, mais il y avait également le micro framework .NET, qui était encore pour des pas connu ça. Si, tu demandes à Laurent Ederbach, il a fait pas mal de développement là-dessus. C'est sur des petits, l'ancêtre des Raspberry ou ce genre de choses, où tu pouvais faire du petit développement. Pareil, ça a été annulé, ça. Comme quoi l'informatique est un perpétuel renouvellement. Hein. Oui, Maintenant on va parler de .NET Core et on se retrouve là-dedans. C'est bien. Ouais. Donc après on a eu la version 2010, 2012, 2013, 2015 où
où on avait donc les différentes évolutions du framework. J'incite tout le monde à réécouter le podcast qu'on a fait avec Mitsu sur l'évolution de C#, où on voit en détail donc l'apparition de Async Await, etc. Et donc on arrive avec la version 2015, qui est la toute dernière version qui est apparue en juillet 2015, donc, qui est pas si vieille que ça, qui était bien stable, contrairement à du 2012 ou du 2013. Et on va passer maintenant à la version 2017. Ouais. Et donc là, effectivement, on se retrouve maintenant dans ce que... Enfin, on va passer dans ce que Microsoft va nous annoncer d'ici quelques jours. Enfin, il faut dire qu'on a déjà un bon aperçu de ce que ça peut faire, puisqu'on a une version, une release candidate qui contient presque toutes les fonctionnalités. Mais ici, on va avoir une version finale qui va sortir, je sais quoi, c'est le 7 mars, je pense, l'événement, l'annonce officielle et le déploiement officiel de la version. Et donc, on va pouvoir, à ce moment-là, télécharger différents types de versions. Une version soit Community, qui est celle qu'on connaît déjà actuellement, qui est la version disponible aux étudiants, aux projets open source, aux développeurs individuels, donc une version gratuite. Et puis des versions pour les entreprises et des versions professionnelles pour des plus petites équipes. Et donc, en fonction des besoins, évidemment, on va pouvoir télécharger et ou acheter la version qui nous intéresse et celle dont on a le plus besoin. Alors peut-être avant ça, tout ce qu'on va présenter ici, et tout ce dont je vais parler, c'est principalement tiré de la dernière release notes qui se trouve sur Internet. Donc les références seront mises ici également sur le site de l'article, enfin du post. Cet article commence par définir effectivement quels sont les prérequis. De quoi a-t-on besoin pour pouvoir commencer à travailler avec un Visual Studio 2017 ? Il faut savoir qu'on a besoin soit Windows 10, ou Windows 8.1, ou Windows 7 Service Pack 1. Ça, c'est le minimum. Ou alors en mode serveur, version serveur 2012 R2 ou 2016. Et au niveau RAM, mais vraiment le minimum de gigas, conseillé 4. Bon, en général, si on n'a pas 8 gigas, c'est un peu moche pour travailler, surtout que ça coûte plus grand-chose pour passer de 4 à 8 gigas, voire plus, quoi. Disque dur, minimum 1 giga, ça je sais pas comment ils font pour installer un Visual Studio sans rien, avec 1 giga de disque dur, donc faut compter une quarantaine de gigas. Ouais, alors la configuration, elle est vraiment que dalle, quoi. Il faut pas grand chose pour avoir Visual Studio 2017, ça c'est génial. Ouais. Ça c'est bien, ouais. Ouais, c'est vraiment bien. C'est marrant, c'est que la Windows 8.0, on n'en parle plus, ça c'est oublions, pardon. Ce qui m'étonne, c'est quand même le disque dur, jusque 40 gigas. Mais moi, parfois je regarde, mais je dis, mais qu'est-ce ils en bouffent autant, mais où ça se trouve, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Moi je trouve ça monstrueux, pas vous? Oui. Monstrueux en termes d'espace? Oui, tout à fait. Ouais. C'est tout, ça dépend ce qu'on installe. Tout ça, caché. Il y a Xamarin avec Android derrière, on va être méchant, on va dire que c'est dû à ça. Quand tu vois que 2 gigas de RAM, ça arrive à tourner, moi je dis ouais, c'est pas mal, parce que c'est bien. Donc j'imagine que c'est 2 gigas de RAM disponibles ou de l'ordinateur. Non, c'est 2 gigas de RAM disponibles, je pense. Oui, d'accord. Donc, mais enfin voilà quoi. Mais sinon, voilà, c'est vraiment que dalle quoi. En système, il faut pas grand-chose. Je suis d'accord. Ça me surprend toujours. Moi, ce qui m'étonne surtout, c'est que avec les évolutions, toutes ces prérequis, ça augmente pas énormément, quoi. On a de plus en plus de choses, on va le voir. Maintenant, Visual Studio, il contient, je veux dire, quasiment tout ce qu'on veut. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de prérequis, un minimum, et c'est bon. Alors, dis-moi, question. Est-ce que je vous assure tous les deux, sur l'ordinateur de droite, j'ai Visual Studio 2012, le 2015 et le 2013. Je vous jure que j'ai les trois. Ouais. Mon temps en ce moment est très peu dans le code, malheureusement, mais dites-moi, j'avais installé Visual Studio 2017. Est-ce que je pourrais toujours continuer à supporter mes programmes qui seraient faits en WinForm de l'an de grâce 1915, par exemple, ou alors mes applications WPF, ou WPF pour toi, Denis, ouais. Ou alors mes applications en Windows Phone 8.1, par exemple. Avec la version 2017, c'est ça? Bien sûr. Est-ce que je pourrais toujours, et je pourrais enfin supprimer toutes ces versions que j'ai mis là comme dans un musée là sur mon ordinateur portable? Moi, je pense que oui. Sauf si Richard, tu me dis le contraire, mais c'était déjà le cas avec 2015 aussi. On pouvait toujours utiliser des applications qui étaient développées dans les anciennes versions de Visual Studio ou des anciennes versions même du framework. On pouvait cibler le framework 2 si on veut, quoi. Voilà, on peut tout dégager, quoi. Oui, il y a une chose par contre, mais ça je n'ai pas été vérifié, que tu fais bien d'en parler, que j'ai eu il y a 2 jours, c'est si on cible un framework précédent, imaginons le framework 4,
le compilateur, parfois, compile des fonctionnalités de la dernière version. Exemple, une des fonctionnalités, c'était, on en a parlé dans un précédent podcast, mais le point d'interrogation, point. Donc on a un objet, si l'objet est nul, il renverra nul, si l'objet n'est pas nul, il renverra la propriété qui se trouve à droite. Ça, c'est une fonctionnalité que le compilateur compile. Donc il compile le code, et le destinataire de la compilation, ça sera du framework, par exemple 4, ou 3, ou 2. Mais par contre, ça se fait par l'intermédiaire du compilateur. Et donc moi, ça m'est arrivé d'écrire du code comme ça m'est arrivé cette semaine-ci, de le donner à un client, lui, il l'ouvre avec un Visual Studio 2013, et il ne sait pas le compiler. Ouais, j'ai eu le cas il y a 15 jours, exactement la même chose. La seule chose, toujours pareil, là où tu risques d'avoir des problèmes, c'est si tu as encore une application pour le Compact Framework, là tu es obligé de récupérer du Visual Studio 2008. Et également, donc Compact Framework, le marché n'est pas énorme. Par contre, tu peux avoir aussi des scripts SSIS. Qui n'était pas supporté par 2010, 2012, 2013, qui a été supporté par 2015, mais c'est la nouvelle version des scripts SSIS, et ça tu ne l'avais pas avant 2008. Donc tu peux avoir des projets de ce type-là, qui est un peu spécifique, mais si tu veux faire de l'ETL, tu es obligé d'avoir soit du 2008, soit du 2015. Visual Studio 2017 est-il en location ou est-il en achat unique? Et gratuit. Voilà. Non, je suis d'accord. Il y a la version community. Est-ce qu'il va falloir constamment activer notre compte en ligne pour pouvoir l'utiliser de manière... Non, il est en achat, mais ça c'est comme tout avec 2015. Mais par contre, avec les abonnements de type MSDN, tu reçois automatiquement les mises à jour, et donc ça dépend ce que tu appelles location. Si c'est loué tous les mois... Non, quand on parle de là, est-ce que... Là, je ne me suis pas renseigné, c'est vraiment une question de l'auditeur. Est-ce que d'abord il s'achète en boîte ou... Enfin, en ligne, peu importe, je dis en boîte. En ligne, oui. On n'a plus l'âge. Est-ce qu'il s'achète en ligne de manière ponctuelle et définitive? Pour moi, oui. D'accord. Ouais. Mais j'ai pas été vérifié, donc je m'avance, mais je pense que oui. Ouais. Ok. Plus de questions, l'auditeur? Il n'y a plus de questions, auditeur. Voilà, on passe au suivant alors. Donc, première phase, si on achète, si on reçoit, pas la boîte, mais si on reçoit le CD ou si on reçoit le package d'installation, les disquettes, là, il en faut un paquet. Donc, si on reçoit tout ça pour installer, une des premières choses qu'on va pouvoir constater, c'est déjà, c'est un détail, mais que le setup d'installation, donc la procédure d'installation, elle est jolie. Elle a changé. Elle est jolie. Après, c'est une question de goût, mais effectivement, je la trouve pas moche non plus. Par contre, surtout, ce qu'elle fait, c'est qu'elle propose des modules, je vais dire, déjà prédéfinis. Donc, on peut dire, je veux faire du développement de type web development. Il suffit de cocher cette case-là et automatiquement, il va choisir les composants qu'on peut choisir individuellement, mais il va choisir les composants derrière pour nous. On peut faire ça pour des applications universelles, pour des applications desktop, des applications Azure, etc. Donc, on a... je ne sais pas combien, 3, 6, une dizaine, je dirais à peu près de modules, de workload, comme ils les appellent, donc d'environnements déjà préétablis qu'il suffit de cocher. Si on veut tout cocher, tout installer ou individuellement venir sélectionner, comme on le fait déjà dans le setup actuel, là on a le deuxième onglet, Individual Components, et là on va pouvoir choisir exactement ce qu'on veut, quoi. Et alors, chose à remarquer aussi, c'est qu'on a évidemment les dernières versions, les derniers modules, dont notamment .NET Core, ASP.NET Core et Xamarin, qui sont également intégrés dans le setup. Donc, ce n'est pas des packages ou des installations complémentaires à devoir ajouter. On va avoir tout ça de base dedans. Et puis, il y a tous les packs de langues, puisque l'application Visual Studio est disponible, on ne le sait peut-être pas trop, mais elle est disponible, je crois, jusqu'en 19 langues, dont l'anglais, dont le français, mais bon, ça va bien au-delà, évidemment. Quand on voit tous ces workloads, nous comprenons que nous pouvons atteindre 40 gigas. Tout à fait. Si on installe tout, à mon avis, et on va peut-être même au-delà. Avec les émulateurs, faut pas oublier que ça va bouffer tout ça. Ouais. C'est ça. Enfin, après, 40 gigas, ça va. Et puis après, avec tous les paquets de NuGet que tu as installés pour chacune de tes projets, c'est ça. Voilà. C'est exactement ça, voilà. Et là, on va le voir, il y a un truc au niveau des paquets NuGet, mais on y reviendra, que je ne savais pas, que j'ai appris en préparant les slides ici. Et enfin, je laisse la surprise, on reviendra dessus tout à l'heure quand on verra ce point-là. Avant d'arriver là, une fois qu'on a installé, deuxième changement qu'on constate quand on arrive sur le Visual Studio, c'est la page de démarrage, la Start Page, qui est elle regroupée avec d'un côté tout ce qui est
projets récents, un peu comme on les a maintenant, mais organisés, donc les projets d'aujourd'hui, qui ont été ouverts aujourd'hui, les projets de la semaine passée, etc. Ceux qu'on met en favori, on peut les épingler également. Et alors surtout sur le côté droit de cet écran, on a la possibilité directement d'ouvrir un projet local, mais également un projet qui se trouve sur notre serveur Git ou sur notre serveur de gestionnaire de code source, voire même directement un folder. Ça, on le verra également tantôt, ça c'est pas mal. On peut directement, sans ouvrir vraiment un projet, mais pointer en quelque sorte l'explorateur de documents, de fichiers qui se trouvera dans Visual Studio, directement sur un dossier présent à l'intérieur de notre PC. Et alors on a aussi la possibilité d'ouvrir, donc de créer un nouveau projet. Et là on choisit avec un petit moteur de recherche. J'ai eu peur. C'est bien, hein? Ouais, non, c'est toujours là. Non, mais c'est directement dans la page de démarrage. Avant, il fallait faire fichier nouveau projet, ben là, on l'a directement dans la page de démarrage. C'est juste un raccourci. Un truc pas très important, mais sur cette page de démarrage, on s'aperçoit que les 3/4 de la page de démarrage, c'est sur ces projets ou créer un nouveau projet, etc. Et que la partie développeur news n'occupe qu'une petite partie de l'écran. Ouais, alors que jusqu'à présent, on avait ça prenait... là où on voulait travailler, c'est-à-dire créer un projet ou ouvrir un nouveau projet, il n'occupait qu'une petite partie de l'écran. Et on avait les développeurs news qu'on ne regardait jamais, enfin moi je ne regardais jamais, qui occupaient tout l'écran. Tu es en train de me dire que des designers sont venus mettre la patte dans Visual Studio et qui se sont dit tiens les gars, on va se reconcentrer sur un peu l'essentiel, c'est moi, à mon avis, ils ont écouté les commentaires des développeurs. Et donc ça, on y reviendra, mais il y a d'ailleurs un site, comme Microsoft fait de plus en plus, un User Voice, donc un site communautaire qui permet de donner des infos là-dessus, des changements, ce qu'on voudrait voir apparaître, etc. Mais cette zone-là, elle est également rétractable, hein, donc on peut complètement enlever la zone développeur news et obtenir que la zone récente. D'ailleurs, elle n'est pas très récente, puisque cette développeur news, elle date où je vois l'UWP Community Toolkit 1.2, donc c'est pas très actu, quoi. Mais toutes les captures d'écran, elles viennent directement de la release notes. Je me suis pas amusé à aller les refaire moi-même, elles étaient là, je les ai prises. Tu fais aucun effort non plus, hein. Ah bah qu'est-ce que tu veux, hein. La prochaine fois, vous les ferez. Non. Alors, une autre chose, et ça, je trouvais ça pas mal, et c'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup, mais il y a une case qui, par défaut, je pense pas est cochée, mais qu'on peut aller évidemment cocher soi-même. Dans les options générales des solutions, c'est de cocher une case pour demander de faire un chargement léger, comme ils appellent, donc un lightweight solution load, donc un chargement léger de la solution. Et l'idée, c'est quand on a des projets, j'en parlais encore ce matin chez un client qui a... je crois 113 projets dans une solution, et ce qui arrive quand même assez souvent, on va dire, dans des entreprises, d'avoir une seule solution avec beaucoup de projets dedans. Ben, le problème, c'est quand on ouvre la solution, ça met un temps fou pour charger tous les projets. Et là, il ne va en gros charger que la solution, mais pas les projets. C'est quand on ira dans le projet qu'il va seulement commencer à aller chercher la solution, quand il en a besoin pour la compiler, évidemment. Okay. Donc ça allège énormément, et on voit, il y a des petites statistiques que Microsoft nous donne sur le chargement, où on va quasiment du tiers, enfin on triple presque la vitesse d'ouverture des pages. D'accord, c'est un asynchrone, quoi. Si on veut, ouais. Plus qu'asynchrone, hein, c'est pas chargé du tout. Oui, c'est comme pour l'installation, Microsoft a découvert le lazy loading. Voilà. Et donc il l'applique un petit peu de partout. Voilà. Tout comme pour Windows d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Windows, il le fait déjà, les packages? C'est pas encore, c'est pour le prochain, ça. Non, mais Windows... à ton avis, pourquoi Windows 8 se lance aussi rapidement? C'est qu'il ne charge pas tout au début. Oui, pardon. Ouais, c'est ça. Pensez aux updates. Alors, si on rentre plus dans les nouvelles fonctionnalités, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, il y a l'aspect nouvelles features, nouvelles fonctionnalités de Visual Studio, et puis après on parlera un peu du C# 7, qui est évidemment aussi une nouveauté de Visual Studio 2017. Donc d'abord, en termes de nouveautés de Visual Studio 2017, il y a tout ce qui est navigation dans le code. Et là, Microsoft a quand même amélioré pas mal de choses. C'est-à-dire, on a déjà le GoTo, le simple fenêtre de navigation. Quand on fait un GoTo maintenant, on a une petite fenêtre qui s'ouvre et dans laquelle on va pouvoir filtrer, avec une petite zone de recherche, filtrer vers l'endroit vers lequel on veut aller. Et on peut taper un peu ce qu'on veut. Donc le nom d'une classe, d'un fichier, le nom d'une méthode. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on se retrouve avec en bas des petits boutons de filtre qu'on peut activer ou désactiver. Donc de dire, je veux filtrer uniquement sur les noms de fichiers, uniquement sur les noms des méthodes, uniquement sur les classes. Et donc ça va permettre d'avoir une fenêtre plus adaptée, je vais dire, à ce que chaque développeur a plus envie de faire. Et c'est la même chose sur la fenêtre de GoToLine,
qui pour le moment, c'est entrer un numéro de ligne, point. Là, c'est la même chose, on va pouvoir également filtrer pour accéder, aller sur une ligne qui contient un paramètre bien précis du nom de méthode, du nom de classe et autres. Sincèrement, vous utilisez les numéros de ligne? Moi, ça m'arrive, c'est quand on trouve des bugs, par exemple. On dit, tiens, j'ai trouvé un bug et ça a planté à la ligne 23. Oui, entre développeurs. Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. Pour donner ça à un autre développeur, ouais. Mais c'est quasiment le seul moment où j'utilise les numéros de ligne. Mais Christophe, il travaille tout seul dans sa caverne, donc il sait pas ça. Ah non, je vois pas. Goto 20. Non, ça c'est vieux, ça. J'ai évolué, j'appelle ça GoSub. Voilà. On met des labels dans les GoTo, mais pas des numéros de ligne, monsieur. En fait, dans C#7, il y a on error resume next, non? On local error resume next. Voilà. Le go-to-line, là, je suis d'accord que c'est... Bon, ça sera une nouveauté, mais sans plus. Par contre, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le Find All Reference, donc retrouver les références de l'utilisation d'une méthode, par exemple. Et là, on se retrouve dans une classe qui est beaucoup plus claire, avec les noms des classes, les noms des méthodes qui sont mis en couleur, comme si on se retrouvait au niveau du code, et on n'a pas juste une liste peut-être hiérarchique, mais une liste toute simple qui apparaît. Et quand on passe la souris dessus, on voit un morceau de code, donc c'est beaucoup plus intuitif, beaucoup plus facile pour retrouver tous les endroits où cette méthode, par exemple, a été utilisée et de pouvoir directement ensuite double-cliquer dessus pour accéder au code, quoi. Donc ça, cette fenêtre va changer. Ouais, c'est vrai que c'est une fonctionnalité, là, par exemple, qui existe avec ReSharper, le Shift F12, qui permet de retrouver comme ça, mais c'est vrai que là, on a beaucoup plus d'informations et c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique. Ouais, là, ça, je trouve ça cool, ouais. Alors voilà, ça c'est ce que je parle un petit peu au niveau notamment des packages, et ça je trouve ça vraiment intéressant, et c'est vrai que pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt, il y a tout ce qui est gestion d'extensions, donc la possibilité de rajouter des petites extensions à Visual Studio, hein. Il y a des Web Essentials pour ajouter des composants supplémentaires et des fonctionnalités, moi j'en ai quelques-unes à ce niveau-là, il faudra peut-être une fois faire un podcast là-dessus pour échanger chacun les extensions avec lesquelles on travaille. Les bons outils, voilà. Et donc, ce qu'on a actuellement, c'est les extensions qui sont installées, les extensions online dans lesquelles on peut faire une recherche pour les retrouver et les installer, et puis les extensions update à mettre à jour. Et donc maintenant, Microsoft a rajouté une option qui est la possibilité d'avoir des extensions roaming. Et donc, comme on peut travailler avec plusieurs Visual Studio, ou de moins se connecter sur une autre machine, on peut demander de partager, et on va retrouver dans cette zone-là celle qu'on aura été choisir, pas nécessairement toutes, mais celle qu'on aura choisie comme étant disponible pour les autres environnements, pour les autres Visual Studio sur les autres PC. Et ça, c'est cool, ça, ouais. Et dans le même ordre d'idée, il y a également, on le verra, des sortes de mises à jour automatiques. C'est-à-dire, on peut, pour des extensions, demander de garder maintenant, comme c'est le cas, de me prévenir quand il y a une mise à jour de l'extension, mais on peut lui dire, si tu détectes une mise à jour, vas-y, tu fais la mise à jour tout seul, quoi. Voilà. Oui. Pour certaines, ça dépend ce qu'on veut, mais pour certaines, ça peut être pas mal. Alors moi, j'avais discuté avec Patrick Smakia, l'excellent auteur de Independent, qui m'avait dit que le modèle des extensions avec Visual Studio 2017 avait beaucoup évolué. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je sais qu'il m'a dit que ça a été un peu le cauchemar pour lui, ça lui a donné beaucoup de travail. Et donc, dans le développement de l'extension et de la mise en place de cette extension, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Et je pense que c'est pour aller dans le bon sens. Hein. Ouais. Ici, en tout cas, ça a l'air pas mal, quoi. Et c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas la vidéo, on voit d'ailleurs quand c'est dans le cloud, on va dire, quand c'est lié, on a un petit nuage qui apparaît en plus du V vert pour dire c'est installé en venant du roaming ou pas. Et donc ça, c'est cool, c'est pas mal. Alors, j'en ai parlé juste en intro tout à l'heure. On a la possibilité maintenant, et c'est vrai que je me suis fait la réflexion, je pensais que ça existait déjà, mais non, apparemment, la possibilité d'ouvrir des dossiers. Et donc on se retrouve dans le Solution Explorer, donc la liste avec tous les fichiers sur lesquels on travaille, qui sont pour le moment liés à un CSproj ou un VBproj ou à une solution. Là, on va pouvoir directement ouvrir un dossier et naviguer typiquement dans un dossier type web, et voir toutes les pages, même le point Gitignore si on se travaille en Git, le point JS, les points HTML, donc tous les documents avec lesquels on travaille vont pouvoir se retrouver là. Et c'est vrai que parfois c'est plus facile de pouvoir directement travailler, et apparemment l'IntelliSense fonctionnerait également sur certains types de documents ou de fichiers reconnus, comme les JavaScript, HTML, les C#. Donc on ne devra pas du coup créer un projet temporaire, même pour faire des tests par exemple. Ça peut être bien. Autre fonctionnalité, c'est tout ce qui est Connected Services. Il y a une nouvelle rubrique qui va se retrouver
principalement pour les projets web, mais là je m'avance, je ne suis pas certain, mais je pense que ça sera également pour les autres types de projets. On a actuellement la possibilité de mettre des références, donc de rajouter des bibliothèques ou de rajouter des packages nuggets. Et là, Microsoft nous fournit une nouvelle rubrique qui est avec le nom final, nom définitif, qui s'appelle donc Connected Services, donc les services connectés. Et quand on clique dessus, on va se retrouver sur une page, dans la page principale, dans une page de code, je vais dire, avec différents services prédéfinis par Microsoft, tels que authentification avec Azure Active Directory, Office 365 API, monitoring avec des applications Inside, donc une série de services qui sont prédéfinis, et si on clique dessus sur un de ces services-là, on ouvre une sorte d'assistant de Wizard qui va nous permettre de naviguer et de directement configurer ce service pour automatiquement venir rajouter le fichier de configuration à notre solution. Donc ça simplifie un peu l'utilisation de services communs, quoi. Ça peut être pas mal aussi. Alors, toujours dans les fonctionnalités intégrées à Visual Studio 2017, une première qui est bien, mais moi qui m'intéresse un peu moins, c'est le Run to Click. C'est-à-dire qu'on est en mode debug, c'est-à-dire qu'on a exécuté l'application et qu'on a mis, par exemple, en pause, qu'on a arrêté dans le code. À chaque fois qu'on va passer la souris sur une ligne de code, on aura un petit curseur à gauche, petit curseur vert, qui est le Run to Click, et qui permettra de dire d'exécuter le code jusqu'à cet endroit. Donc on pouvait déjà le faire maintenant, mais il fallait faire des manipulations pour faire... le plus simple, c'est de faire un breakpoint, un point d'arrêt, de demander d'exécuter le code, et puis quand il arrive dessus, forcément il s'arrête. Là, dire en un seul clic, on va pouvoir faire ça. Ou pas, parce que t'as pas mis le point d'arrêt où tu pensais. Voilà, ça sera peut-être notre problème aussi. Ouais. C'est vrai que je sais pas si moi je vais vraiment l'utiliser, mais peut-être pourquoi pas. Par contre, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est ce qu'on voit sur le bas du transparent pour ceux qui ont la vidéo, c'est la nouvelle fenêtre de gestion des exceptions. Et elle a été revue. Comme Christophe dirait, il y a un designer qui est passé dessus, et là il a fait du boulot intéressant. C'est qu'avant, j'ai failli mettre la fenêtre juste à côté, l'ancienne. Avant, en général, ce qu'on lisait, c'était juste le contenu, le message de l'exception. Et le reste, on avait plein de bazar qui apparaissait sur l'écran, et que, je veux dire, en gros, personne ne le lisait, personne ne l'utilisait. Et en plus de ça, si on voulait avoir le contenu de l'exception, le inner exception, donc le détail d'une exception sur une exception, parfois il peut en avoir à plusieurs niveaux, mais il fallait cliquer sur le bouton détail, retrouver le propriété inner exception, voir le détail, c'était très compliqué on va dire pour pouvoir voir tout ça. Ici, on se retrouve avec une fenêtre toute simple, qui d'ailleurs là est un peu étendue, mais de base on a juste le nom de l'exception, l'objet qui a donc null reference exception par exemple, donc l'objet qui a posé problème. Ensuite juste le message, pour dire voilà, tel endroit, vous avez un problème pour cette exception-là, ce code-là, et voilà le détail de l'exception. Et si on a besoin d'avoir des informations en plus dans les inner exceptions, elles vont toutes apparaître avec des petites flèches qui vont permettre de passer à l'inner exception suivante. Et ça, je trouve ça quand même pas mal. Et puis on a des paramètres en plus qui permettent de dire, quand on l'ouvre, d'arrêter ou pas sur l'exception si elle revient encore. Donc exemple null exception, on dit bah oui ok je le sais mais je veux plus l'avoir maintenant pendant mon débugage. Je peux décocher la case de dire tu ne m'ennuies plus avec ça. Et on peut même rajouter des conditions. On a un bouton edit condition. Et là on se retrouve sur la petite fenêtre, je pense qu'il existe déjà de conditions de breakpoint, enfin d'arrêt, pour dire tu m'arrêtes sur cette exception uniquement dans telle condition ou tel module, ou si je suis uniquement dans telle classe ou... Et donc là, on peut aller beaucoup plus loin dans la configuration. Et ça, c'est cool. Ouais, moi, ça ne me concerne pas. J'ai jamais d'exception. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça, allez, on va passer au transparent suivant, comme nous dirait Denis. C'est Richard qui a dit ça. Non, c'est toi, tu viens de le dire. Le transparent en bas, là. Je dis, oh putain, l'âge. Le mec, il parle de transparent. Ah ouais, c'est vrai. On avait travaillé avec ça, avec des feuilles qu'on devait imprimer. Ça, c'était plus compliqué. C'est pour dire comme on est vieux. Donc, le transparent suivant, ça concerne l'interface au niveau de l'expérience et de la productivité. Alors, Microsoft a revu l'IntelliSense. Donc, Richard va sans doute me dire que ça existe dans ReSharper depuis peut-être déjà bien longtemps. C'est la possibilité. Tu vois. Mais donc, tout le monde connaît l'IntelliSense. On écrit un début de mot et Microsoft nous propose les différentes possibilités, les solutions existantes. Et là, on va pouvoir filtrer, non pas avoir tout, mais filtrer sur uniquement les méthodes, uniquement les classes, uniquement les modules. Donc, on pourra choisir exactement ce qu'on veut, quoi. Et même chose pour le refactoring. Il est bien. Moi, j'aime bien parce que ça donne un aspect de couleur un peu comme une différence de code, quoi. Ouais.
sincèrement. Donc par exemple, on voit ici, on veut refactoriser, enfin du moins Microsoft nous propose de refactoriser, donc de reformater de manière un peu plus claire la création d'un objet par exemple et l'assignation de ses propriétés. Ben, il nous dit, tiens voilà, vous avez prévu ça avant, c'est-à-dire tu as créé un objet bird, un oiseau, dans lequel tu lui donnes ensuite son nom, son type, je sais plus, son âge, enfin n'importe. Et ensuite, on vient rajouter, lui Microsoft propose de mettre ça via des autres types de propriétés, donc à la création, mettant les accolades, les noms. Et il me fait vraiment un jeu de couleurs. Propre, hein. En rouge ce qui va partir, en vert ce qui va arriver. Et on t'as va envie directement, d'accepter tout de suite. Ouais, non, c'est beaucoup plus simple, c'est vrai. Ça nous permet directement de voir pourquoi, quel est l'intérêt et à quoi ça peut servir. Ça, c'est pas mal. Ah, ça c'est la fonctionnalité Live Unit Testing. Ah, ça, c'est ton dodo, ça. Alors, ça, bah ouais, peut-être, je sais pas. Bah, moi, je trouve que c'est la fonctionnalité que j'attends avec impatience à utiliser en vrai, je vais dire, en production avec les développeurs. Sur des gros projets. Sur des gros projets, voilà. Ce qui me fait un peu peur, c'est à voir si ça va pas prendre trop de temps CPU, donc ralentir trop le système, la machine. Je sais pas, à voir. Mais par contre, c'est donc l'idée du Live Unit Testing, c'est de créer un projet de test unitaire. Et donc je rappelle, on a fait un podcast là-dessus, mais test unitaire, c'est de valider que des méthodes avec lesquelles on développe, que les méthodes qu'on développe sont correctes. Donc par exemple, on doit calculer l'âge de quelqu'un sur base de sa date de naissance, et ben on va créer une ou deux méthodes pour s'assurer que le résultat du calcul est correct. Et une fois qu'on a fait ça, Microsoft va pouvoir nous dire si la méthode, calculer l'âge, qui se trouve dans notre code, ben, elle est correcte ou pas. Est-ce qu'il y a des tests unitaires qui peuvent valider ça? Et donc d'abord, il va nous dire si on a mis des tests unitaires ou pas. Si on les a mis, ils vont passer en vert s'ils sont corrects, s'ils sont correctement exécutés. Et s'ils sont en rouge, bah c'est qu'il y a effectivement à ce moment-là une erreur à l'intérieur de ce test unitaire. Et on a ça directement dans notre code. Il ne faut même plus revenir dans le projet de test. On va voir ça directement dans le projet. Tiens, j'entends de l'eau qui coule. Oui, c'est moi. Donc voilà, ça c'est le projet de Live Unit Testing. Et ça, je pense que ça va, si ça marche bien, comme on l'a déjà vu en démo et qu'on a pu le tester dans les release candidate, ça va pouvoir être intéressant. Non, ce qui est intéressant, c'est que Microsoft met bien en avant justement ces live testing avec Visual Studio 2017, et donc on peut espérer que les développeurs vont, comme Microsoft préconise de faire des tests unitaires, ils vont enfin faire des tests unitaires. Parce que pour l'instant, c'est pas ça. Ouais. Dans les entreprises, tout le monde dit oui, on fait des tests unitaires, mais concrètement parlant, on n'en fait pas, quoi. Il faut leur dire montrez-les-moi, et là ils deviennent tout blancs. Voilà. C'est ça le problème, ouais. Donc voilà, Christophe nous a quittés, il a dû nous laisser tous les deux, Richard, pour pouvoir terminer ceci. Parce qu'il a d'autres occupations pour le moment. Enfin, voilà, ouais. On va pouvoir taper sur son dos. Ça va enfin devenir intéressant. Ah, c'est vrai qu'au niveau du langage, on rentre vraiment maintenant dans la partie langage C# 7, puisqu'on a fait un peu tout l'aspect... j'ai pas tout pris, mais on a vu les grandes nouveautés que l'interface que Visual Studio 2017 nous apporte. Mais évidemment, il y a l'aspect également au niveau langage. Et donc là, on en avait parlé un petit peu avec Mitsu de certaines nouveautés qui allaient arriver dans cette nouvelle version de C#. Mais donc, si on les reprend rapidement et qu'on décrit peut-être d'autres un peu plus précisément, la première, c'est le mot-clé out, qu'on va pouvoir utiliser directement à l'intérieur, je vais dire, des appels de méthode qu'on utilise très régulièrement. Je prends un exemple, ça sera peut-être plus parlant. On veut faire une conversion d'une chaîne de caractères en nombre entier. On a une méthode qui s'appelle le tryparse, int.tryparse. Et qu'est-ce qu'on lui donne? Premier paramètre, la chaîne de caractères. Et deuxième paramètre, une variable de type out qui va renvoyer le résultat. Donc, ce n'est pas forcément le tryparse qui lui renvoie un booléen qui nous dit si ça a été ou pas, mais ça va nous renvoyer le résultat de la conversion. Et avant, ce qu'on devait faire, c'est déclarer une variable au préalable, à l'extérieur, on va dire, l'utiliser à l'intérieur, et puis cette variable en question, elle nous ennuyait un peu partout. Ici, le compilateur va faire tout ça pour nous, mais on va pouvoir, en termes de syntaxe, faire directement un tryparse, entre parenthèses la chaîne de caractères, virgule, out, var, i. Donc il va déclarer localement la variable i, l'utiliser en out, pour pouvoir l'utiliser dans le tryparse et récupérer ainsi directement la valeur, et on va pouvoir travailler à l'intérieur de ce tryparse avec cette valeur, et la variable ne sera plus utilisable en dehors de son contexte. Et ça peut être pas mal. Ouais. Deuxième fonction deuxième nouvelle fonctionnalité intéressante, c'est le pattern matching.
Alors pattern matching, c'est notamment dans un switch la possibilité de venir faire des cases, mais en demandant des vérifications complémentaires, pas uniquement sur le contenu, je vais dire, donc dire ma valeur est vaut la valeur 1, vaut la valeur 2, ou vaut la valeur A, B. Ici, on va pouvoir donner vraiment sur des correspondances de type. Donc par exemple, je vais faire un switch en disant switch sur une shape, une forme, et si c'est de type circle, si c'est le type objet circle, tu fais ceci. Si c'est l'objet rectangle, et là j'ai un mot-clé when, dans lequel la longueur vaut telle valeur ou la longueur vaut la hauteur, tu me dis que c'est un carré. Si c'est de type rectangle, ça sera un rectangle simple, et si c'est pas tous ces cas-là, si c'est le default, à ce moment-là on prend les autres cas. Donc on peut faire vraiment une correspondance maintenant par rapport à des types, et ça, franchement, ça peut être intéressant, ça peut simplifier énormément le code. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Richard, mais moi je trouve ça pas mal. Oui. Moi j'ai une règle, c'est j'essaye d'éviter l'héritage, donc ce genre de choses, je ne vais pas l'utiliser souvent, mais je comprends qu'il y en a qui en aient besoin. Ouais, non, moi je trouve ça bien. On verra à l'usage. Ouais. Alors, autre fonction, et là c'est vrai que ça va être vraiment intéressant. Ça existait déjà, mais ça a été un peu revu, et il ne faut pas confondre d'ailleurs, c'est la notion de tuple. Il existe déjà un type qui s'appelle tuple également, mais ici Microsoft l'a un peu revu, bien que le principe est un peu le même. C'est qu'une fonction maintenant, elle va pouvoir renvoyer non pas une valeur, mais plusieurs valeurs. Et donc par exemple, je vais pouvoir mettre entre parenthèses string, 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 pour envoyer 3 chaînes de caractères, une méthode, lookupName, avec un ID éventuellement, et dans le return, je vais faire un return, parenthèse, first, donc une première valeur, virgule, une deuxième valeur, virgule, une troisième valeur. Et donc je vais pouvoir ainsi, en quelque sorte, ne pas devoir créer un objet intermédiaire, ce qu'on aurait été obligé de faire dans ce cas-là, un objet temporaire qui contiendrait 3 propriétés, dans lequel on aurait fait ses assignations et la récupération et ainsi de suite. En fait, Microsoft fait ce boulot-là pour nous. Il fait exactement la même chose. Simplement, si on ne lui précise pas le nom des propriétés, il va les appeler item 1, item 2, item 3, tout logiquement. Mais on a la possibilité de lui donner les noms et dire je fais un objet temporaire, mais un objet anonyme, dans lequel je lui donne le nom de la première propriété, le nom de la deuxième, le nom de la troisième. Et donc ça, avoir des méthodes qui renvoient des valeurs multiples, sans devoir créer obligatoirement des objets intermédiaires, ça va quand même être très rapide, très simple à la création. Ça, c'est pas mal. Oui, non, ça va être génial. Je pense notamment, par exemple, pour les web API, pour quand on passe des arguments, ce genre de choses, ça va être super pratique, quoi. Ah ouais, tout à fait. C'est quasiment dans chaque projet, moi je suis obligé de faire ce genre de petits objets temporaires qui traînent là dans un coin et qui nous ennuient, quoi. Ouais. Alors, autre fonctionnalité, c'est les fonctions locales. Ça, bon, à voir, mais par exemple, c'est la possibilité de créer une fonction à l'intérieur d'une fonction. Alors, on va dire à quoi ça peut servir. Ça va servir, comme son nom l'indique, à avoir des fonctions locales, donc qui ne vont être utilisables que dans ce cadre-là. Typiquement, c'est pour les fonctions récursives, où on a besoin souvent d'une fonction principale, exemple une fonction de Fibonacci, dans laquelle on fait quelques tests, mais après, qui doit faire de la récursivité sur une sous-fonction en quelque sorte, qui a besoin de paramètres et qui renvoie une ou plusieurs valeurs. On va pouvoir mettre cette sous-fonction à l'intérieur de la fonction principale, et donc à l'extérieur, pour les autres développeurs, elle ne sera pas du tout visible et pas du tout utilisable. Donc ça, à voir si ça ne rend pas trop complexe le code par rapport à son utilisation, mais si tout ça est bien documenté, c'est vrai que ça peut, à mon avis, ça peut être pas mal aussi. Ouais, moi j'ai un peu peur justement du fait que au niveau de la complexité, déjà, quand on voit qu'il y a des développeurs qui mettent des régions à l'intérieur de méthodes pour pouvoir organiser leur code, avec des fonctions comme ça à l'intérieur, je ne sais pas ce que ça risque de donner, quoi. Oui, c'est vrai. C'est peut-être le risque aussi, la complexité du code. Dans le principe, c'est bien. Ouais, après, c'est dans l'utilisation. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, une autre chose que j'ai remarqué, que je ne savais même pas du tout, moi ça ne m'a jamais dérangé, mais enfin pourquoi pas, c'est qu'on peut maintenant mettre des séparateurs dans les chiffres, digit separator. Si on doit écrire des grandes constantes, des milliards de milliards, on va pouvoir mettre le 100, 1, 0, 0, underscore, 0, 0, underscore, 0, 0, underscore, 0, 0. Et donc on va pouvoir plus clairement voir un petit peu le chiffre, je vais dire, ou la valeur, le nombre qui aurait été écrit. Oh, c'est mon salaire. C'est ton salaire, ça? Oui, pardon. Mais c'est en quoi? C'est pas en euros, ça, hein? C'est en livres. Et voilà, c'est ça. C'est non, en livre, non, c'est encore pire, c'est ça. C'est encore mieux. Ça dépend. Pour toi, oui, mais pour celui qui paye, non. Ça dépend qui paye.
Alors, j'ai repris un autre slide, mais là, vraiment de manière très massive, toutes les autres fonctionnalités. Et pour terminer un petit peu dans ce qu'il va avoir dans cette nouvelle version de Visual Studio 2017. D'abord, c'est la possibilité de faire de l'edit and continue dans le XAML. Donc, on peut le faire depuis déjà bien longtemps dans le code, mais on ne pouvait pas réellement le faire à l'intérieur du XAML. Donc là, on va pouvoir, je pense même mettre des points d'arrêt, des breakpoints dedans. Et donc, on va pouvoir à ce moment-là vraiment naviguer à l'intérieur du XAML pour voir un peu où on avance et tout le code graphique, je vais dire, comment il se positionne. Là où c'est intéressant, c'est pour le binding. Quand on fait de la prochaine VVM, de temps en temps, on se demande pourquoi il n'y a plus rien qui apparaît dans cette fenêtre, alors que pourtant, j'assigne bien les bonnes propriétés. Voilà, c'est ça. Et donc de pouvoir faire un breakpoint dans le XAML sur le binding pour voir ce qui se passe, quoi. Ouais. Et c'est vrai que souvent dans le binding, on fait parfois aussi du formatage, que ce soit avec du string format ou des choses comme ça. Et donc là, c'est vrai que ça peut être bien aussi ça. Alors toujours au niveau du XAML, on aura un éditeur de productivité, on aura une amélioration de la productivité au niveau de l'éditeur. Ouais, ils le disent à chaque fois, ça. Ils le disent, mais ici c'est tout ce qui est IntelliSense a été renforcé. Navigation, on pourra faire du F12, donc de la navigation à l'intérieur du XAML par exemple, des choses comme ça, pourquoi pas. Amélioration des performances, ça aussi, à chaque fois on a ces augmentations des performances, qui est bien. Non, on a les performances qui se dégradent, vous inquiétez pas. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut une machine plus grosse, mais bon. Ce qu'on va avoir aussi, c'est un éditeur qui va permettre de créer les assets au niveau du manifeste, un designer. Donc ça peut être cool, sans devoir passer par quelque chose d'externe. On va le voir visuellement directement à l'intérieur du designer de manifeste. Puis toute une série d'outils, pour notamment des outils pour intégrer à Visual Studio pour Apache Cordova, avec notamment un nouveau simulateur. Donc on va directement dans Visual Studio pouvoir voir le résultat des pages web, puisque Cordova est un peu basé là-dessus, qu'on va pouvoir utiliser et tester. Même chose, on a des améliorations au niveau de CodeLens pour les outils d'analyse. Donc là on verra un petit peu dans le CodeLens directement, comme on a les infos maintenant de où cette méthode est utilisée, où les tests unitaires, là on aura des indicateurs analytiques plus approfondis. Une autre chose que j'ai moins appréciée, parce que j'utilise régulièrement, c'est SQL Server, et donc du coup le langage SQL. Microsoft a fait un partenariat ou a racheté, je ne sais pas, le composant Redgate SQL Prompt, et donc on va avoir tout l'aspect édition des requêtes SQL avec effectivement beaucoup plus de fonctionnalités, notamment dans l'IntelliSense, le reformatage des commandes en mettant, imaginons qu'on veut tous les mots-clés, select, insert, etc. en majuscule ou autre, on va pouvoir directement les retrouver. L'IntelliSense intelligent par rapport à la base de données, donc tout ça va se retrouver également. Donc c'est exactement l'outil de Redgate qui se retrouve repris dans SQL Server, dans Visual Studio, pour se connecter à SQL Server. Alors, est-ce que ça veut dire, moi je sais que j'installe systématiquement SQL Management Tool, est-ce que ça veut dire que j'en aurais plus besoin? Ça le remplace véritablement? A priori, on n'en aurait déjà plus besoin pour tout ce qui est pour moi queries, tout ce qui est requêtes. Par contre, toute fonctionnalité de type backup, maintenance de l'ADB, des choses comme ça, peut-être pas réellement dédicacé aux développeurs, mais qu'on pourrait faire de temps en temps, ça je pense pas que ce soit intégré dans Visual Studio. Mais tout ce qui est vraiment développeur, donc vraiment créer des requêtes, manipuler les données, les procédures stockées, tout ça va être beaucoup plus amélioré. Et moi je trouve que c'est vraiment ce qui manquait. Il y avait eu un petit sondage à un moment donné là-dessus, et ça c'est ce que j'avais annoncé aussi. Pour moi c'est ce qui manquait dans Visual Studio actuellement sur ça. C'est un outil de développement, mais au niveau SQL il était un peu léger. On pouvait écrire, mais c'est du texte. Mais bon, avec ça... Mais là, non, là, franchement, j'ai été voir un peu l'outil de Redgate, franchement, il est pas mal. Et dernier point, c'est tout ce qui est Unity. Il y a également l'intégration plus renforcée, donc il y a les outils, Visual Studio Tools pour Unity qui est également présent à l'intérieur de tout ceci. Donc voilà, ça fait un tour un peu complet, je vais dire, de tout ça. Ouais, Unity, il y a toujours un partenariat entre Microsoft et... Apparemment oui, en tout cas l'outil est toujours là. C'est vrai qu'à un moment donné, on s'est posé des questions. Et avant, je pense qu'il fallait l'installer en séparé. C'est un package complémentaire à mettre. Mais apparemment ici, il est présent dans le package, dans le setup, dans la procédure d'installation. Et les outils sont là aussi de base. D'accord. Donc apparemment, c'est toujours d'application. Ouais. En tout cas, c'est ce qu'ils mettent dans la release note. Maintenant, est-ce que ça aura changé par rapport à la version finale, puisqu'évidemment ici, c'est la release note de la release candidate, de la dernière version qu'on avait à notre disposition. Donc, on va voir si dans la version finale, il y a quelques changements à ce niveau-là, mais je n'ai pas l'impression. Ok.
Donc voilà, voilà globalement tout ce qu'on a pu, je vais dire, repérer ici, tout ce que j'ai pu moi repérer au niveau de Visual Studio, toutes ces nouveautés. Donc c'est plus qu'un tour d'horizon, je pense, de Visual Studio et de .NET. Donc si je résume rapidement ce que Christophe nous a parlé tout à l'heure, c'est que Bill Gates a créé le langage BASIC, c'est pour ça qu'on en a parlé tout au début, et qui a été proposé dès le début de la vie de Microsoft dans le système d'exploitation, DOS. Puis, arrivé sous Windows avec Windows 1, 2 et surtout Windows 3, on a pu le récupérer également et l'utiliser de manière plus visuelle, donc Visual Basic, qui a eu un succès très important au niveau des entreprises et même des particuliers depuis la version 3 et surtout avec la version 6 qui a duré quand même quelques années. Et donc maintenant, voilà, ça fait 20 ans que Microsoft est passé à .NET et distribue ce framework .NET. Et voilà, je pense 15 ans aussi que Visual Studio met tout ça en œuvre, met tout ça à disposition pour que nous, en tant que développeurs, on puisse travailler correctement et de mieux en mieux. Je pense que Visual Studio, par rapport même à la concurrence, est un des meilleurs outils pour le développement. Donc, on n'a pas à rougir par rapport à ça. C'est pas mal. T'as bugué, c'est l'inverse. Visual Studio, ça fait 20 ans et Framework, ça fait 15 ans. Ah oui, pardon. Tout à fait. C'est l'inverse. Mais Visual Studio était un peu plus vieux. Ouais. Il y a une chose quand même que je voulais souligner, c'est que ce qu'on dit depuis le début, là, c'est qu'on voit que la vie de Microsoft est vraiment liée aux développeurs, contrairement à des sociétés comme Google ou comme Apple, qui sont liées soit à des services, soit à du matériel. Ce qui a fait la force, ce qui est le fondement véritablement de Microsoft, c'est bien les outils de développement. Et que c'est au cœur, ça fait vraiment partie de l'ADN de Microsoft. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on le souligne pas souvent, mais par rapport à d'autres sociétés ou d'autres outils, ou d'autres logiciels, souvent quand Microsoft sort quelque chose, il y a toujours un pendant développeur derrière. Il y a toujours des API, il y a toujours des connecteurs, ou très souvent en tout cas, pour pouvoir développer, rajouter ou manipuler tout ça. Et donc c'est vrai que là, on est assez bien logé par rapport à d'autres solutions ou d'autres systèmes. Ouais. Et souvent même gratuitement. Ça, c'est de moins en moins le cas parce que Microsoft est rentré dans une phase plus open source, donc on s'en rend moins compte. Mais c'est vrai que moi, du temps où je donnais des formations, à chaque fois, j'expliquais combien ça coûte. Enfin, on me posait la question, ça coûte combien pour développer ? Bon, à part si on est dans une entreprise où on a besoin d'avoir un outil professionnel avec un Visual Studio Pro et autres, où là c'est payant, mais c'est le seul élément. Tout le reste, même maintenant, il y a Visual Studio Community Edition, et il existait déjà avant, il s'appelait Visual Studio Express. Il y a quasiment toujours des solutions gratuites pour développer et accéder à tous les outils, toutes les API gratuitement, quoi. Ce qui n'est pas toujours le cas dans toutes les boîtes. Ça, c'est vrai. Absolument. On passe aux actus ? Ok, on passe aux actus. Et donc, je te laisse un peu la main ici et pour nous présenter un peu ce que tu as pu nous concocter, nous repérer des quelques actualités de ces derniers jours. Ouais. Alors, concernant les actus de ce mois-ci, il n'y a pas grand-chose. Honnêtement, on va dire que j'ai pas bossé, mais j'ai pas grand-chose. La première chose qui a été annoncée, ça vient d'un éditeur externe qui s'appelle Telerik, Progress, qui a sorti, qui a une série de composants qui sont très bien faits. Et notamment, il y a une série de composants pour UWP. Et qui maintenant sont devenus open source. Donc on va pouvoir les utiliser gratuitement dans nos applications, on va pouvoir participer, les améliorer, etc. Et donc il y a vraiment des composants qui sont intéressants, il y a des graphes, des choses assez complexes. Et donc c'est une excellente initiative de la part de Telerik de porter tous ces outils en open source gratuitement pour tout le monde. Ouais. Et c'est vrai qu'on avait parlé, moi j'ai eu beaucoup de questions aussi sur ça, c'est de personnes qui me disaient, on a fait un podcast avec notamment David Catu sur UWP Toolkit, Community Toolkit, de voir est-ce qu'il y aurait eu des rapprochements ou est-ce qu'il y aurait des choses communes, puisque c'est des composants d'un côté, des composants, mais c'est pas toujours les mêmes objectifs. A priori, je pense pas que ce soit d'actualité pour le moment. On verra l'avenir, mais pour le moment en tout cas, ce seront toujours deux systèmes, deux projets séparés pour l'instant. Et donc, à voir celui qui est le plus intéressant par rapport au projet. Mais tu utilises les deux. Tu utilises les deux, je veux dire. T'es revenu ?
Je suis jamais parti. Du coup, c'est tout, en fait. Mais après, ce Telerik, c'est pas les tout derniers cris qu'ils ont mis en open source. C'est par rapport à UWP, si. Hein, si, UWP, c'est les derniers. D'accord. Ouais. 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 Mais c'est pas tout à fait exactement. Il y a des composants qui sont un peu graphiques, qui sont un peu communs, mais il y a toute une série de choses qui existent dans UWP Toolkit qui n'existent pas chez Telerik et inversement, quoi. Exemple, tout ce qui est connecteur, je pense connecteur Facebook que David nous avait parlé, Facebook, Twitter, où en quelques lignes on peut commencer à communiquer avec ces réseaux sociaux. Ça, je pense pas que ça existe côté Telerik. Non. Donc voilà, ça dépend. Bon, toujours est-il. Donc voilà concernant Telerik. Ensuite, on a le projet ROM. Je ne sais pas si vous connaissez le projet ROM chez Microsoft. Donc, qui permet la synchronisation entre guillemets d'une même application entre différents devices. Et la communication entre devices. Donc, qui permettait avec son Windows Phone ou avec sa Xbox ou avec sa tablette Surface de pouvoir communiquer. Donc, comme ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas beaucoup de Windows Phone, ils se sont dit tiens, ce serait bien qu'on s'ouvre à d'autres mondes. Et donc, il y a un SDK pour Android du projet ROM qui est disponible maintenant. Et donc, qui, dans vos applications, alors l'idéal, c'est de faire vos applications avec Xamarin. Et vous pouvez intégrer ce SDK et pouvoir faire ces synchronisations entre devices. Donc, avec votre Android, de pouvoir synchroniser des données avec votre Xbox. Ah oui. Ok. Et la dernière chose, oui, je vous avais dit, il n'y avait pas grand-chose. Hein. La dernière chose, c'est .NET Standard. On en a parlé lors du dernier podcast. Donc, .NET Standard, la version 2.0 devait sortir normalement au premier trimestre 2017. Il y a eu une annonce un petit peu... Enfin, il n'y a pas eu une annonce, d'ailleurs. C'était juste une mise à jour de la page GitHub de .NET Standard qui a annoncé que c'était repoussé en Q3. Donc, c'est-à-dire en Q3, donc troisième trimestre de cette année 2017. À partir de juillet-août, quoi. Voilà, c'est ça. On sait pourquoi ? Non, mais personnellement, moi, ça ne me gêne pas. Je préfère que... Je pense que c'est du côté de Xamarin où il n'y a pas eu l'implémentation de toutes les API. Ils n'ont pas eu le temps d'implémenter toutes les API. Je vois que ça comme raison. J'en sais rien, honnêtement. Mais pour moi, ça me gêne pas trop. Soit c'était synchronisé avec le lancement de Visual Studio 2017, soit on pouvait prendre le temps. Et effectivement, le fait que ce soit repoussé en juillet, pourquoi pas. Ouais. C'est pas très gênant. Je préfère avoir quelque chose qui soit bien fini et qui soit prêt, véritablement opérationnel sur l'ensemble des plateformes, plutôt qu'on ait des throw not implemented exception un peu de partout, quoi. Ouais. Ok. Voilà. Et ne pas oublier en termes d'actualité, le sujet du jour, c'est quand même la sortie de Visual Studio 2017. C'est le 7 mars, je le rappelle, donc mardi prochain. Voilà. Donc, et regardez, en général, regardez chacun dans votre région, mais souvent il y a des meet-ups qui sont organisés pour des lancements, parce que Microsoft fait une diffusion en direct, on va dire, d'une keynote, enfin d'une présentation. Et d'ailleurs, je pense. Et d'ailleurs, oui. Et d'ailleurs, oui, il y en aura un notamment à Mons. Je ne sais pas s'il y en a donc à Mons en Belgique. Je ne sais pas s'il y en a à d'autres endroits que vous connaissez. Celui de Mons, je pense que c'est le plus connu, ceci dit. Ça dépend pour qui, mais oui, pour moi, c'est plus connu à Mons. Voilà, bien sûr. Alors, il y en a un aussi à Bruxelles, en Belgique. Bon, après, je ne connais pas toutes les régions du monde non plus. Donc là, il faudra m'aider pour le reste. Mais si vous voulez avoir plus d'infos, pour ceux qui nous écoutent, vous avez le site launch.visualstudio.com qui reprend tout ça. Et vous pouvez retrouver également le flux qui sera diffusé en direct directement à partir de cette adresse. Je tiendrai à ajouter que ce mois-ci, il y a quand même la mise à jour 1.3 du WP Community Toolkit, qui est une grosse évolution, la 1.3. Voilà. Vous n'en parlez pas, mais je trouve que c'est un très bon outil où il y a énormément de nouveaux. Oui, non, mais voilà, mais t'es toujours en vacances. Richard, peur. C'est pour ça qu'il nous parle de Rome. Oui, voilà, oui. Ah, les migrés. Alors, ceci dit, en vacances à Rome. Oui. ne dévions pas. Il y a pas mal de contrôles qui ont été rajoutés. Il y a le Surface Dial Toolbox Helper, il y a le
le loading control. Non, franchement, il y en a vraiment pas mal. Ils sont superbes. De toute façon, si vous installez l'application du store, vous êtes forcément au courant qu'il y a des mises à jour. Donc ça, c'est une petite astuce. Il y a le service, le OneDrive Service qui a été inclus dedans. Il y a le translator service aussi. Il y a le Parallax Service en animation. Donc franchement, c'est une grosse évolution. Elle est vraiment sympa. Elle va vous donner envie de faire des applications. Moi, je vous dis que ça. C'est un projet qui a l'air de bien fonctionner. Hein, les échos qu'on a, il y a pas mal de téléchargements apparemment, pas mal, je suppose, du coup d'utilisation aussi. Et... Disons qu'il évolue, il est maintenu, il y a une communauté derrière, donc forcément, c'est vraiment ce qu'on avait connu, rappelle-toi à l'époque de Windows Phone, quoi, les toolkits, et celui-là, il est vraiment actif. Donc, non, il est vraiment génial. Donc, franchement, il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser. C'est gratos et tu as le code source. Si tu as envie, bien sûr. Ok, eh ben, très bien. Je pense qu'on arrive ainsi tout doucement à la fin. Je ne sais pas si Christophe, tu avais un autre petit mot à dire sur ça ou sur autre chose, je ne sais pas. Non. Bon, c'est très intéressant. Non, rien de spécial. Non, moi c'est le genre de podcast que j'aime bien aussi. Repasser, reprendre le passé, revenir, l'histoire. Ah, l'histoire, on aime bien l'histoire, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. On se fait passer pour des vieux schnocks, mais c'est pas grave, quoi. Une fois qu'on l'accepte. Une fois qu'on l'accepte, voilà. Ouais, après un certain âge, on l'accepte. Hein, qu'est-ce que tu veux, Et toi, Richard, quelque chose à dire, un mot à rajouter ou je ne sais pas. Bon anniversaire à Visual Studio, au moins. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Tout à fait. On l'utilise tous les jours et c'est vrai que c'est un des outils. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, que je pense que j'ai utilisé le plus par rapport à tout le reste, que ce soit Office, Word et autres. C'est vrai que Visual Studio, tous les jours, non, j'exagère, presque tous les jours, je l'ouvre et je travaille dedans. Donc, c'est bien. Ok, eh bien, merci beaucoup. Merci à tout le monde. À bientôt, en tout cas, pour un nouveau podcast. Et à bientôt, les devs, si Dieu le veut. Hein. J'ai toujours rêvé de dire ça, moi. C'est bon. Ça, c'est fait. Check. C'est fait, ouais. Salut, au revoir. Au revoir. Salut.